Sortir de l'ombre de son père n'est jamais facile, surtout lorsque celui-ci est la légende de l'exploitation minière Tony Beats. Kevin Beats, patron de la mine, pour la première fois, voulait prouver qu'il avait le même cran et le même instinct, la même capacité à flairer l'or, là où d'autres ne voyaient que de la roche et de la terre. Il faut un plus gros Vangt. 532,6. C'est déjà pas mal, non? S'était-il murmuré, au début de la saison, une lueur d'espoir au milieu du désespoir qui s'installait. Mais aujourd'hui, alors que son opération est au bord de l'échec, il a une dernière chance désespérée de montrer au monde qu'il n'est pas seulement le fils de Tony, mais un vrai mineur du Yukon forgé dans les dures réalités de l'impitoyable Nord. Le poids d'un nom, le fardeau écrasant des attentes et une montagne de dettes. À vrai dire, la saison avait été cauchemardesque. Dans le territoire rude et impitoyable du Yukon, Kevin Beats, patron de la mine pour la première fois, est confronté non seulement aux défis de toute sa carrière, mais aussi au creuset qui le fera ou le brisera. L'air nordique est déjà froid et vif, rappelant que l'horloge tourne et que la saison s'achève inexorablement. Après 5 mois épuisants de lutte contre le sol gelé de panne d'équipement et de lenteur insoutenable de la récupération initiale de l'or, son équipe avait obtenu une quantité respectable de 470 onces d'or. Mais le respectable n'allait pas suffire, loin s'en faut. Respectable signifiait faillite. Respectable signifiait s'avouer vaincu, plier bagage, et quitter le Yukon, la queue entre les jambes marquée à jamais, comme le fils qui n'a pas été à la hauteur. Alors qu'il ne restait que 4 semaines, avant que l'hiver ne ferme la porte à toutes les exploitations minières, enterrant leurs espoirs et leurs rêves sous des pieds de glace et de neige. Kevin savait qu'il devait d'une manière ou d'une autre impossiblement doubler ce chiffre. L'objectif, le chiffre audacieux et terrifiant, qui le tenait éveillé la nuit, fixant la toile de sa tente, était de 1000 onces. La pression était immense, un poids physique sur ses épaules qui semblait l'enfoncer dans la terre, même qu'il essayait de conquérir. Il le sentait dans ses os, une douleur sourde qui reflétait celle de son esprit. Être le fils du légendaire mineur Tony Beats signifie qu'il porte plus que ses propres espoirs et ses propres angoisses. Il portait le nom de la famille, un nom synonyme de succès, de force de volonté et d'une réputation indéniable de faire le travail, quel qu'en soit le coût ou l'obstacle. Nous voulons vraiment faire quelque chose de différent de Tony, avait-il dit à son équipe au début de la saison, une déclaration d'intention, une déclaration d'indépendance. Nous ne voulons pas être aussi chaotiques, nous voulons le faire une fois, le faire bien et en finir. Cette opération était sa première véritable tentative, la première fois qu'il était vraiment seul en tant que patron, qu'il prenait les décisions, qu'il assumait les responsabilités et avec un peu de chance qu'il récoltait les fruits de son labeur. C'était l'occasion pour lui de définir son propre héritage loin de l'ombre de son père. Les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés. Lui et sa partenaire Faith ont investi la somme astronomique de 2 millions de dollars dans les frais de démarrage. Chaque centime qu'ils possédaient, et même plus emprunté pour un avenir qui semblait de plus en plus incertain. Ils ont dû extraire de la terre près d'1 million de dollars d'or pour rentrer dans leurs frais simplement pour récupérer ce qu'ils avaient déjà dépensé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'échec n'était pas une option. C'était le bord d'une falaise, et il la regardait droit dans les yeux. Chaque panne, chaque heure de travail perdu, chaque retard mineur était ressenti comme un coup de poing dans le ventre, un nœud dans l'estomac de Kevin. La saison avait été marquée par des pannes d'équipement l'une après l'autre, un défilé incessant de tuyaux cassés, de moteurs grippés et d'engrenages qui grincent. Et maintenant, alors que le temps presse, c'est une course effrénée vers la ligne d'arrivée, un pari désespéré contre l'hiver qui s'avance et leurs réserves qui s'amenuisent. Tout le monde savait que seul un rendement en or massif qui changerait la donne dans ces dernières semaines pourrait sauver leur saison et leur énorme investissement financier. Kevin avait arpenté la concession, ses bottes, soulevant la poussière fixant le sol,
comme s'il essayait de faire apparaître l'or par la seule force de sa volonté. Les échantillons prélevés à la bâtée avaient l'air bon avec un peu de couleur ces taches alléchantes qui promettaient un potentiel. Mais il leur fallait plus que de la couleur. Il leur fallait des morceaux. Ils avaient besoin de la terre payante dont rêvent les mineurs, celle qui peut transformer un désastre en triomphe, un murmure d'espoir en un rugissement de succès. Son seul espoir, la dernière flèche de son carquois, était un pari risqué 24 heures sur 24 qui pousserait son équipe et ses machines jusqu'au point de rupture absolue. On ne peut pas trouver de l'or si les bandes ne bougent pas. C'est la règle la plus simple et la plus fondamentale de l'exploitation minière, un mantra chuchoté sur chaque concession. Face à l'anéantissement, Kevin a décidé de pousser cette règle à l'extrême. « Nous allons devoir travailler de nuit », annonce-t-il à son équipe fatiguée mais déterminée. « Nous voulons obtenir 1000 onces cette année, alors nous allons commencer ce soir. Et si l'équipe de nuit fonctionne bien, nous doublerons le nombre d'heures de travail, ce qui devrait se traduire par un doublement de la quantité d'or. Croisons les doigts. » La décision était cruciale, c'était un moment décisif. Il a immédiatement décidé de mettre en place des opérations 24 heures sur 24, transformant ainsi son site tranquille à la lumière du jour, en un moteur de production vrombissant et ininterrompu. C'était une nécessité, une mesure désespérée, mais il n'y avait pas d'autre moyen d'avoir une chance d'atteindre cet objectif ambitieux de 1000 onces. La stratégie consistait en une division minutieuse du travail, un balai méticuleusement planifié de terre et d'acier, conçu pour maximiser chaque minute de la précieuse lumière du jour et de la longue et froide obscurité. Pendant les précieuses heures de clarté, son contremaître de confiance Brennan Roule avait une tâche et une seule creusée. Brennan était une force vive, un homme taillé pour le Yukon, et il travaillait sans relâche, arrachant la terre payante de la nouvelle zone d'extension de leur concession. Les tests récents, ces échantillons de casseroles alléchants, avaient montré que ce terrain était prometteur bien plus riche que celui où ils avaient commencé la saison, une veine de potentiel qui avait gardé l'espoir de Kevin. La mission de Brennan était claire, construire une énorme réserve de terre payante juste à côté de l'usine de lavage, une véritable montagne d'or potentiel qui nourrirait la bête affamée tout au long de la longue nuit glaciale. Lorsque le soleil plongeait sous l'horizon projetant de longues ombres inquiétantes dans la vallée et peignant le ciel dans des teintes oranges et violettes, l'équipe de jour rentrait au camp complètement épuisée, mais avec une lueur de satisfaction, laissant un bon tas de terre pour l'équipe suivante. À la tombée de la nuit, un tout nouvel équipage prend le relais. L'équipe de nuit représentait une part importante de leur potentiel, un pari en soi, et tout problème important survenant sous le couvert de la nuit pouvait entraîner un désastre pour l'ensemble de l'opération. Pour diriger l'équipe, Kevin s'est appuyé sur une opératrice de l'usine Hunter Canning, aux compétences incroyables et à l'esprit vif. Elle avait fait ses preuves à maintes reprises, maîtrisant les machines complexes qui séparaient l'or précieux des tonnes de roches sans valeur, une présence calme au milieu de la clameur. Mais conscient de l'ampleur de la charge de travail et du volume de matériaux à traiter, Kevin a fait appel à des renforts. Il a embauché Rick Johnson, un mineur chevronné, ayant plus de 12 ans d'expérience dans les champs aurifères, un homme dont les mains connaissaient le maniement d'une pelle et dont les yeux comprenaient les nuances subtiles de l'installation de lavage. Les connaissances et la fermeté de Rick seront d'une valeur inestimable lorsqu'ils pousseront leur équipement et eux-mêmes à leur limite absolue. Le ronronnement rythmique de l'énorme générateur, le cliquetis et le rugissement de l'usine de lavage et le crissement des pneus sur le gravier résonnaient dans la nuit froide et vide du Yukon. C'était une symphonie industrielle, un défi au silence de la nature sauvage. Les instructions de Kevin à Hunter et Rick étaient simples, directes et non négociables, faire tourner l'usine. Chaque minute d'arrêt, chaque pause dans le barattage incessant était de l'or qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre, de l'or qui leur glissait entre les doigts. Mais dans l'obscurité et la traîtrise du Yukon,
où la visibilité est faible et les températures chutent, même les plans les mieux conçus, exécutés par les mains les plus habiles, peuvent s'enfoncer dans la boue, menaçant d'anéantir non seulement le travail durement acquis de la nuit, mais aussi le rêve précaire de toute une saison, sous l'éblouissement dur et inflexible des lumières industrielles qui ont créé une oasis artificielle d'activité. Dans la vaste obscurité, l'équipe de nuit a commencé à un rythme implacable, presque frénétique. Hunter était dans la zone un flou de mouvement et de concentration, naviguant de manière experte sur son énorme chargeur et livrant un nombre incroyable de 24 chargements de terre payante à l'usine de lavage affamée à chaque heure. La machine géante dévorait le matériau, ses entrailles métalliques grondant tandis qu'elle envoyait la terre à travers un labyrinthe de tamis vibrant de trommelles et d'écluses méticuleusement inclinées, tous conçus dans un seul but, piéger la moindre particule précieuse d'or. Pendant ce temps, Rick s'occupait d'une deuxième chargeuse, dont le travail était tout aussi crucial, une danse constante de nettoyage des résidus traités, les piles interminables et toujours croissantes de roches lavées et de terre que l'usine recrachait. Il existait entre eux une coordination tacite dont les enjeux étaient considérables. Si la trémie de Hunter s'épuisait, avant qu'elle ne la réapprovisionne, la pression de l'eau dans les écluses augmentait dangereusement, projetant tout l'or collecté hors de la boîte et dans les résidus. À l'inverse, si Rick prenait du retard, si les énormes piles de résidus reculaient trop, elles finiraient par étouffer l'usine, ce qui provoquerait un arrêt complet et catastrophique. Pendant un certain temps, les choses ont fonctionné avec la précision d'une machine bien huilée, ce qui témoigne de leur expérience combinée et de la force de leur volonté. Le bourdonnement de l'usine était régulier, les chargeurs se déplaçaient avec une grâce éprouvée, et la nuit, bien que froide, semblait retenir son souffle. C'est alors que le désastre a frappé. Dans l'obscurité trompeuse, où les ombres jouent des tours aux yeux, l'énorme chargeur de Rick s'est arrêté ses roues colossales, s'enfonçant profondément dans le sol mou, traître et boueux. Il est bloqué, immobilisé. Les deux roues latérales tournaient impuissamment remuant la boue, ne réussissant qu'à l'enfoncer davantage dans l'étreinte tenace de la terre. Il ne s'agissait pas d'un simple désagrément, mais d'une crise immédiate et critique qui menaçait d'arrêter net toute l'opération. De retour à l'usine sous la lumière crue, Hunter a vu l'arrêt soudain des mouvements du chargeur de Rick et son cœur s'est serré. Elle comprit immédiatement ce que cela signifiait. Si elle détournait son chargeur pour aider Rick, la trémie de l'usine, l'élément vital de l'exploitation, se retrouverait inévitablement à sec. C'était la pire crainte des mineurs, un scénario que l'on chuchotait dans les récits d'avertissement autour des feux de camp. Si la trémie se vidait alors que l'eau continuait à être pompée, la pression dans les sluices monterait en flèche, un phénomène violent qu'ils appelaient blanchiment. L'or fin qu'ils avaient collecté avec soin, celui-là même sur lequel ils avaient misé leur saison, serait projeté hors du système et se retrouverait dans le tas de résidus sans valeur, réduisant à néant en quelques secondes des heures de travail éreintants. Hunter devait prendre une décision en une fraction de seconde, un choix qui pouvait faire ou défaire leur nuit, voire leur semaine entière. Réfléchissant rapidement son esprit, passant en revue tous les résultats possibles, elle se précipita vers le tas de terre principal et chargea la trémie avec suffisamment de matériaux pour alimenter l'usine pendant environ 8 minutes frénétiques. Ce n'était pas grand-chose, une minuscule fenêtre d'opportunité, mais c'était tout ce qu'elle avait. « Il faut que j'enlève ça et que je revienne », a-t-elle crié dans sa radio, sa voix tranchant avec le grondement de l'usine. « Je vais m'occuper de tout ça. Retourne sur tes pas et alimente cette trémie. Ne reste pas coincé, mec. » Ces mots, bien que bourrus, étaient empreints d'un soupçon d'urgence et de beaucoup de confiance. Elle mit le moteur en marche, se dirigea vers le camion de l'équipe et saisit un câble de remorquage robuste, ses bobines d'acier froides et impitoyables dans ses mains, sachant que chaque seconde comptait, que chaque pulsation de l'horloge représentait une perte d'or potentielle.
L'extraction était tendue, une danse précaire entre deux mastodontes de plusieurs tonnes. Hunter connecte soigneusement l'énorme câble entre son chargeur de travail et la machine embourbée de Rick, s'assurant que la connexion est sûre qu'il n'y aura pas de glissement. Avec une coordination minutieuse, une communication silencieuse, fondée sur une expérience partagée, elle a tiré doucement, pendant que Rick appliquait de la puissance à ses roues, essayant de gagner de la traction. Lentement, péniblement, avec un grognement de métal tendu et le bruit de succion de la boue qui relâche à contre-cœur son emprise, le chargeur a été dégagé. La crise est évitée pour l'instant. Hunter est immédiatement retourné à son poste, le cœur battant, alimentant l'usine, juste à temps réussissant à empêcher toute interruption du flux crucial d'eau et de matériaux. C'est ce type de résolution de problème, cette rapidité d'esprit sous pression, cette attitude sans faille, cette résilience enracinée que Kevin a appris de son père. Tony disait toujours « Tu ne laisses rien t'arrêter » et Kevin vivait selon ce credo que son équipe incarnait désormais. Après avoir évité une catastrophe, l'équipe épuisée a passé le reste de la semaine le corps endolori, l'esprit fatigué, mais le moral regonflé par la rapidité de son rétablissement. Pourtant, un autre monstre invisible et inaudible se frayait un chemin dans le système, une menace lente et insidieuse, prête à faire capoter toute l'opération, l'heure de vérité. La semaine s'est poursuivie au même rythme brutal et inflexible. L'équipe de jour est passée sans transition à l'équipe de nuit, puis de nouveau, à l'équipe de nuit alimentée par d'innombrables tasses de café noir, effort des sandwichs rassis et une détermination pure et dure. Les machines gémissaient et hurlaient métal contre roche, broyant le sol ancien du Yukon, une bête mécanique mâchant inlassablement la terre. La pression constante et insidieuse du tic-tac de l'horloge plane sur tout le monde comme une chape de plomb, un rappel constant du peu de temps qu'il leur reste. Alors que la semaine épuisante touchait enfin à sa fin, un autre problème plus prévisible, mais non moins frustrant, est apparu. Des roches surdimensionnées trop grandes et trop tenaces pour être traitées par le système avaient bloqué le grizzly de prélavage, le mécanisme de criblage initial, obligeant à un nouvel arrêt immédiat au moment du changement d'équipe. Sans hésiter, comprenant le besoin urgent de continuité, Hunter, malgré sa fatigue, est monté directement au cœur de la machinerie pour dégager à la main les roches lourdes et impitoyables. C'était un travail dangereux qui nécessitait de la force et des mouvements prudents, mais il fallait le faire. Toute l'équipe s'est acquittée de cette tâche avec une efficacité éprouvée, ce qui témoigne de leur cohésion et de leur expérience, mais c'est un autre rappel brutal de la facilité avec laquelle les choses peuvent mal tourner, de la fragilité de leur opération soigneusement construite. Chaque incident mineur a entamé leur temps et leurs ressources, ajoutant à l'anxiété grandissante. Enfin, après une semaine exténuante de fonctionnement continu, 24 heures sur 24, l'heure de vérité a sonné. Il était temps de procéder au nettoyage hebdomadaire, c'est-à-dire de collecter et de peser tout l'or scintillant récupéré dans les boîtes à vannes complexes de l'usine de lavage. Toute l'équipe s'est rassemblée autour de la zone de nettoyage, les visages couverts de saleté et de fatigue, mais les yeux brillants d'une énergie nerveuse. On pouvait sentir la tension dans l'air épaisse et palpable, un silence pesant, empreint d'anticipation. Ce nettoyage était spécial, plus important que tous les précédents. Ce serait la réponse définitive, le verdict, qui leur dirait si la nouvelle zone d'extension, le terrain sur lequel ils avaient joué toute leur saison, leur avenir financier. Et la réputation de Kevin était vraiment aussi riche et généreuse qu'ils l'espéraient désespérément. Kevin et Faith avaient dépensé 2 millions de dollars en frais de démarrage, un investissement monumental, et il leur fallait encore près d'1 million de dollars en or pour rentrer dans leurs frais, pour simplement revenir à zéro. La pression était immense, presque insupportable. Kevin et Faith observent avec une intensité digne d'un faucon, leur regard rivé sur chaque mouvement,
tandis que l'or est soigneusement lavé, minutieusement séparé du sable noir trompeur et méticuleusement préparé pour la balance. Le processus était rituel, un moment sacré dans le monde brutal de l'exploitation minière. Le premier signe était bon, un présage vraiment prometteur. Le George, le conteneur spécialisé utilisé pour conserver l'or récupéré au cours de la semaine, est rempli presque à ras-bord. Il semblait lourd, substantiel dans les mains, une collection dense de paillettes d'or de fines scintillantes et de particules plus grandes qui laissaient présager quelque chose de plus. Il était clair même avant la balance qu'ils avaient trouvé quelque chose de bon, quelque chose d'important. Mais le véritable test, la seule mesure qui compte vraiment, c'est la balance numérique. L'atmosphère dans la petite salle d'or improvisée était chargée d'impatience lorsque l'or propre et scintillant a été transféré sur la balance numérique sensible. C'était le moment, la récompense pour les heures interminables, le stress épuisant, les innombrables pannes et le travail éreintant. C'était l'heure du bilan. Kevin se tenait près de la balance, les mains un peu tremblantes, un tremblement qu'il essayait de cacher, mais qu'il ne parvenait pas à réprimer. Alors qu'il verse avec précaution le trésor accumulé et brillant sur le plateau métallique froid, toutes les personnes présentes dans la pièce se taisent, retenant leur souffle. Le seul son était le léger ronronnement de la balance et le doux tintement de l'or. Les chiffres numériques sur l'écran commencent à sauter rapidement, une ascension rapide qui reflète les battements de leur cœur. Un à un, les membres de l'équipage fatigués mais pleins d'espoir se rassemblent, les yeux fixés sur l'écran. C'est le moment qu'ils attendent tous, la réponse à des semaines de questions et de doutes. Ces quelques secondes critiques leur permettraient de savoir si leur dur labeur, leur détermination inébranlable ont porté leurs fruits, ou s'ils ont perdu des mois à creuser dans une terre sans valeur, à pousser leurs corps et leurs machines pour rien. Les chiffres ont continué à grimper rapidement, une ascension palpitante, presque incroyable. Les membres de l'équipage se sont rapprochés, leur respiration collective étant retenue. 50, 60, 100, 30, 100, 50. Les chiffres défilent une progression vertigineuse. C'est déjà un chiffre énorme qui dépasse de loin leur prise hebdomadaire habituelle. Les yeux s'écarquillent d'incrédulité, puis d'espoir. Les cœurs battent à l'unisson dans un rythme d'anticipation partagée. 180, 190. Et puis avec un dernier bip triomphant, il s'est arrêté. Le chiffre final brutal et glorieux s'affiche sur l'écran, 205,58 Il y eut un moment de profond silence, de stupéfaction. Et puis des acclamations bruyantes et exultantes ont envahi la pièce, éclatante avec une force soudaine et joyeuse qui semblait ébranler les fondations mêmes du camp. Les membres de l'équipe ont explosé de joie, se donnant la main, s'embrassant, leurs visages se fendant d'un large sourire de triomphe. Ce n'était pas seulement un bon nettoyage, c'était leur plus grosse prise de toute la saison, une victoire qui ressemblait à une médaille d'or, un témoignage de leur courage et des décisions risquées de Kevin. Les sourires étaient collés à tous les visages, la fatigue momentanément oubliée dans l'élan du succès. Mais Kevin n'en a pas fini. La célébration, bien que joyeuse, a été brièvement interrompue lorsque Brennan, l'un des membres de l'équipage, s'est avancé. Il tenait un petit contenant en plastique sans prétention et souriait comme s'il cachait le meilleur secret du Yukon. Les yeux de tout le monde, encore émerveillés par le nettoyage principal, se tournent vers lui, la curiosité piquée. Il ouvre le couvercle lentement, délibérément. À l'intérieur, niché sur un lit d'or fin, se trouvaient plusieurs grosses pépites d'or étincelantes. Il ne s'agissait pas de minuscules paillettes d'or ou de fines particules. Il s'agissait de morceaux d'or solides et indéniables, du genre de ceux que les gens rêvent de trouver, les piqueurs légendaires, qui font chanter le cœur d'un mineur. Chacun d'entre eux était lisse lourd et ressemblait à un trésor sorti tout droit du coffre d'un pirate ancien et puissant. Tout le monde sursaute dans un souffle collectif. De telles pépites sont rares, surtout dans le monde minier mécanisé d'aujourd'hui, et on ne les voit souvent que sur de vieilles photographies
ou dans des histoires à dormir debout. Ils ont soigneusement placé les pépites sur la balance. La machine a émis un bip de confirmation et a affiché 4,14 onces supplémentaires, ce qui porte le total de leur nettoyage hebdomadaire à 209,72 onces, ce qui est presque incroyable. Kevin s'exclame un sourire sincère et soulagé, se dégageant enfin de sa façade stoïque. Ce n'est pas tout à fait le double de ce qu'ils avaient fait avant. Ce n'est pas tout à fait le double de ce que nous avions avant, mais il semble que l'extension ait porté ses fruits. C'est beaucoup mieux que ce que nous avions auparavant. Les chiffres étaient stupéfiants. Si vous vérifiez rapidement les prix actuels de l'or, cela signifie que plus de 500 000 $ d'or ont été récupérés en une seule semaine. Cela a tout changé. Leur total pour la saison est soudain passé à 680 onces. Cela signifie qu'ils se rapprochent enfin de leur grand objectif 1000 onces avant la fin de la saison. Ce n'était pas seulement une semaine de chance. C'était une percée majeure, un tournant décisif dans ce qui avait été une saison brutale. Kevin avait pris un risque calculé en choisissant d'exploiter une mine dans un endroit nouveau qui n'avait pas encore fait ses preuves et en misant toute son exploitation sur une intuition et quelques bons échantillons de carottes. Ce fut un pari monumental, mais aujourd'hui, indéniablement, il a porté ses fruits de manière spectaculaire. Ils avaient obtenu beaucoup plus d'or que sur leur site plus ancien et mieux établi. L'équipe gagnait à nouveau, ne se contentant pas de survivre, mais prospérant. Mais pour Kevin, ce nettoyage monumental ne se résume pas à de l'argent ou à du métal brillant. Il s'agissait de faire ses preuves. Son père Tony Beets est une légende de l'industrie minière, un personnage plus grand que nature, dont la réputation projette une longue ombre. Kevin voulait montrer qu'il pouvait lui aussi être un vrai patron, et pas seulement le fils du patron vivant de la célébrité de son père. Il voulait faire des choix judicieux, diriger efficacement l'équipe et trouver l'or à sa façon en se laissant guider par son instinct. Ce nettoyage, ce succès indéniable prouve qu'il en est capable. Il ne se contentait pas de suivre les traces de son père. Il traçait sa propre voie, se forgeant son propre héritage sur la terre impitoyable du Yukon. Pourtant, la célébration, bien que profondément ressentie, n'a pas duré longtemps. Il restait trop de travail, à faire trop d'onces, à récolter. L'équipe rajeunie par son succès et la preuve tangible de ses efforts s'est rapidement remise au travail, avec un cœur plus ardent et un sens renouvelé de l'objectif à atteindre. L'ambiance sur la concession avait changé de façon spectaculaire. Le poids écrasant du désespoir s'était envolé, remplacé par un élan, une conviction qu'ils pouvaient réellement atteindre leur objectif audacieux. Mais Kevin ne s'est pas relâché pas une seconde. En fait, il est devenu encore plus sérieux, plus concentré. Nous avons été capables de continuer à faire des 24 heures, et si nous voulons vraiment atteindre 1000 onces, c'est ce que nous allons devoir continuer à faire pratiquement jusqu'à la fin de la saison. A-t-il déclaré, la voix ferme, la détermination inébranlable. Ils étaient encore à 320 onces de leur objectif, une quantité importante, et il ne leur restait que quelques précieuses semaines avant que l'hiver du Yukon, une force imparable, ne vienne tout arrêter pour de bon. Au Yukon, lorsque l'hiver arrive, il est rude. Le sol gèle emprisonnant fermement l'or dans son emprise glacée, les machines se débattent et se grippent dans le froid brutal, et l'or devient de plus en plus difficile, voire impossible à atteindre. Chaque jour, chaque heure, chaque once compte plus que jamais. Le sprint final a commencé.